En gériatrie, en fait, la pratique commune fait partie de notre culture depuis toujours, comme d'autres spécialités d'ailleurs, je pense à la médecine physique et de rééducation, hop, ou à la psychiatrie. Voilà, comme ça ne va pas bouger. En gériatrie, il y a un aspect qui est assez particulier et fondateur, qui est l'évaluation gériatrique standardisée, qui a été définie par des travaux dans les années 80, en particulier le travail de Rubinstein de 84, qui est un travail, il faut le rappeler, qui a été fait dans un contexte d'accompagnement d'un patient sur 40 jours. On est très loin des consultations flash qui sont pratiquées aujourd'hui en équipe mobile, et qui ont montré une réduction de 30% de la mortalité, un maintien, le fait de pouvoir rester à domicile sans être forcément maintenu, et puis une amélioration de la qualité de vie et une réduction des événements intercurrents liés aux comorbidités. Donc finalement, c'est un outil qui est majeur dans la qualité de la prise en charge et qui intègre d'emblée, quelquefois on retient uniquement que les grilles et les outils, mais qui retient d'emblée surtout un travail interprofessionnel et aussi un dialogue avec les aidants. On parlait tout à l'heure du DPC vers le citoyen, vers le patient, et c'est tout à fait dans cette culture. Il faut dire également qu'en France, il y a eu une expérimentation conduite par la MSA au début des années 2000 sur 18 centres pilotes en France, avec une comparaison sur 5 ans de territoires qui faisaient l'évaluation et de territoires qui ne faisaient pas l'évaluation. Et cette étude a très clairement montré une réduction des coûts, des hospitalisations et une amélioration de la qualité de vie du groupe évalué. Malgré ces évidences scientifiques, il n'y a aucune reconnaissance d'un acte d'évaluation pluriprofessionnel aujourd'hui en France, alors qu'il est sous-entendu dans toutes les recommandations, que ce soit sur l'insuffisance cardiaque du sujet âgé, l'insuffisance rénale, etc., etc. Fondé sur cette culture du partage autour de l'évaluation d'une situation, c'est développer des compétences métiers progressivement. Et je voudrais, pour la réflexion collective, soumettre quelques éléments. Souvent, on parle de nouveaux métiers, et je pense qu'il faut parler de nouvelles compétences. Une pratique avancée infirmière, c'est en premier quelqu'un qui a eu un enseignement à l'école d'infirmière. Alors qu'il y ait une compétence en DPC qui fasse qu'elle puisse, ou une formation universitaire qui fasse qu'on acquiert le titre d'infirmière en pratique avancée, c'est quand même, il y a un cœur métier. Je voudrais donner un autre exemple, c'est les gestionnaires de cas ou gestionnaires de situations qui sont nés du plan Alzheimer pour les dispositifs Maya. Ce sont des personnes qui ont une formation initiale. Ce sont des infirmières, ce sont des psychologues, ce sont des conseils en économie familiale et qui font une formation et deviennent gestionnaires de cas, avec une compétence qui est reconnue et un bénéfice qui est très important. Alors on pourrait dire que c'est un nouveau métier, mais je crois que c'est surtout une nouvelle compétence sur un socle d'une formation initiale. Et d'ailleurs, en fonction de leur formation initiale, ils ont une manière de pratiquer la gestion de situation qui est particulière, qui est dans une équipe de 3 gestionnaires de cas, puisque c'est à peu près le périmètre habituel. Eh bien, c'est bien d'avoir en fait cette variété des métiers initiaux qui viennent enrichir cette formation secondaire. Troisième exemple, c'est évidemment quelque chose pour lequel on s'est battu au moment de la rédaction du plan Alzheimer 2008-2012, ce sont les assistants de soins en gérontologie. Et moi je suis particulièrement impressionné de ces personnes aides-soignantes qui, après 10 ans d'exercice, ont envie d'acquérir des compétences supplémentaires, sentent bien qu'elles ne sont pas bien forgées pour affronter des troubles du comportement ou des situations particulières de troubles cognitifs. Et après un enseignement pendant 6 mois, ce qui peut sembler pas beaucoup, mais 6 mois d'enseignement ont tout à fait une pratique différente de leur métier. Alors, ce sont des nouvelles compétences sur un métier qui est aide-soignante, mais j'ai presque envie de dire ce sont de nouvelles personnes qui reviennent. C'est-à-dire que leur attitude par rapport aux patients, leur attitude par rapport à la demande vis-à-vis de l'infirmière ou du médecin,
leur capacité à transmettre du savoir à leurs collègues change complètement l'équipe. On pourrait parler longtemps de ces parcours de vie qui sont finalement réveillés, développés grâce à cette formation d'assistance soins en gérontologie. Souvent, ce sont des femmes aussi qui développent les compétences des traitements non médicamenteux, qui font appel à de l'artothérapie, qui font appel à des compétences d'animation, de stimulation cognitive. Et finalement, j'ai presque envie de dire, ce sont de nouvelles femmes, puisqu'elles changent complètement, en fait, et quelquefois même dans leur approche personnelle, en fait, du métier. Voilà. Donc on voit bien que, je ne sais pas s'il faut parler tout le temps de nouveaux métiers, mais je pense que quand on est jeune, après le bac, pour le plus souvent, on acquiert quelque chose qui va nous construire cognitivement dans notre relation au monde du travail et aux autres. Et ça, ce noyau initial, il est important, c'est une richesse qu'on conserve. Et on peut faire émerger de nouvelles compétences sans qu'on développe les métiers. Pourquoi je souligne ça? C'est pour avoir assisté avec beaucoup de dépit au moment du plan Alzheimer. On avait des discussions au ministère pour implanter les équipes spécialisées Alzheimer. Et je voyais se battre des journées entières les psychomotriciens, les ergothérapeutes, pour savoir qui va intervenir, avec zéro argument en fait, mis à part qu'ils n'avaient pas le même drapeau et le même t-shirt d'équipe. Et en fait, on n'a pas avancé à cause de ça. Donc il faut faire attention parce que souvent les actes fondateurs dans les écrits, dans le droit des nouveaux métiers, ils disent à chacun qu'ils sont là pour sauver le monde entier. Donc on a du mal après à dire qu'ils sont complémentaires parce que chacun doit tout faire. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention à bien repérer les champs de compétences et peut-être que le mot nouveau métier n'est pas bien adapté. Et il faut bien distinguer dans ce travail pluriprofessionnel travailler ensemble, communiquer des informations, accéder à une information et une expertise et partager un accompagnement dans la durée auprès d'un patient. J'ai presque envie de dire, pour prendre une image agricole, c'est la différence entre un céréalier et un éleveur. L'éleveur, lui, le matin à 5 heures, il se lève parce qu'il faut traire les vaches. Et là, il n'y a aucun ordinateur qui va les traire, même s'il peut y avoir des machines qui l'assistent. Le céréalier, lui, il peut, derrière un ordinateur, regarder tout ce que font les moissonneuses-batteuses. Ce n'est pas les mêmes métiers. À partir du moment où on s'occupe d'un organisme vivant, à partir du moment où on s'organise d'une personne, à partir du moment où on est dans l'accompagnement, tous les médecins qui sont dans la salle et les infirmières savent très bien l'importance capitale de la contre-visite de fin d'après-midi, où a priori il ne se passe pas grand-chose sauf de dire bonsoir, comment allez-vous, mais en fait il se passe énormément de choses parce que c'est là qu'on fait du lien, c'est là qu'on fait de l'accompagnement, c'est là que des choses importantes parfois se disent sur un coin de lit, etc. etc. Et donc, dans le travail pluriprofessionnel, il faut vraiment qu'on distingue ce qui est véritablement souhaitable, c'est-à-dire raccourcir la géospatialisation de l'information par le numérique, et ça c'est capital, évidemment, mais aussi que l'on préserve ce partage au quotidien, ce cahier d'écolier déposé sur la table de nuit sur lequel chacun écrit et qui fait le quotidien, la qualité de vie, l'incarnation même du soin. Deux expérimentations pour répondre à la demande d'Yves Mogard. La première, c'est avec le Gérontopole, nous faisons des diagnostics territoriaux pour essayer de comprendre comment approcher la transition démographique qui va avoir lieu dans 10 ans avec une modalité de vieillissement de la population qui est tout à fait particulier et pour lequel nous ne sommes pas du tout préparés intellectuellement. Et dans ce cadre-là, nous développons la notion de pôle de ressources territoriales gérontologiques. C'est-à-dire que la maison pluriprofessionnelle de santé, c'est une chose, mais elle doit être complétée par différents dispositifs du territoire pour faire un véritable pôle de compétences. Et donc, il faut qu'on ne fasse pas, en fait, des sortes de murs d'enceinte en bulbe d'oignon, mais qu'on sache tout de suite enlever tout de suite les murs. C'est-à-dire que la maison pluriprofessionnelle, ça peut rassurer parce qu'il y a du béton, il y a des pièces, puis on va mettre des gens. Mais en fait, ce qu'on nous demande, et en plus avec le numérique, avec la possibilité de faire des réponses à alarmes situées à domicile, et avec la possibilité aussi de rendre des services au domicile, même en milieu rural, c'est surtout de ne pas faire de murs et de créer véritablement un concept de pôle de ressources d'emblée
J'ai vu ça avec la Maya, où on a voulu absolument, au moment de la rédaction du plan Alzheimer, appeler ça une maison. Et avec le comité 4 de pilotage, on a mis 3 ans à faire disparaître le mot maison. Voilà, c'est vraiment, le mot maison est un piège. D'ailleurs, Leutz, qui est le fondateur du concept d'intégration, disait « c'est une maison sans toit ». Enfin, sans toit, T-O-I-T, hein. Mais avec vous tous. Et alors, le dernier point, c'est sur la télémédecine. Notre expérimentation a consisté à développer l'utilisation des traitements non médicamenteux auprès de personnes ayant des troubles du comportement graves en maison de retraite, en EHPAD, avec un système de télémédecine qui associe plusieurs professionnels dans le centre de ressources gérontologiques du CHU et plusieurs professionnels dans l'EHPAD. Donc, il y a le médecin coordonnateur, l'infirmière, une aide-soignante et du côté CHU, une psychiatre, un médecin, une assistante de soins en gérontologie qui apporte énormément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et il se passe 3 temps, en fait. Il y a un temps où on fait de la téléexpertise, il y a un temps où le patient vient et on fait la téléconsultation, et il y a un temps où on fait de la synthèse. Et ce temps de synthèse est un temps de formation. Et on a pu le vérifier, on fait à peu près 180 téléconsultations par an avec ces troubles du comportement grave. Au fur et à mesure des années, parce que ça fait maintenant 4 ans qu'on le fait, eh bien, des maisons de retraite qui étaient très demandeuses en fait, de téléconsultation ont raréfié leurs demandes parce qu'ils se sont appropriés les techniques non médicamenteuses, techniques d'enveloppement, techniques tactiles, techniques d'organisation de soins, techniques de gestion des repas, et qu'en fait, on a fait de la formation. Et on ne peut pas forcément dissocier complètement en tranches le fait que de pratiquer ensemble, d'introduire de nouvelles techniques, c'est aussi se former, et que tout ça, ça se fait autour de ces téléexpertises. Et j'avais l'impression de faire mon petit truc dans mon coin, que ça n'intéressait pas grand-chose, jusqu'au moment où l'ARS m'a dit « mais vous représentez 50% des actes de télémédecine de la région ». Alors je me suis dit qu'il se passait quelque chose. Je vous remercie pour votre attention.